Il y a des séries qui marquent à jamais une génération. Des œuvres qui mêlent sport, romance et drame avec une finesse rare. Et si je vous dis Touch, sorti en 1985 et adapté du manga culte de Mitsuru Adachi, Touch n'est pas qu'un simple animé de baseball. C'est une histoire d'émotion, de rivalité, de destin brisé et d'une romance qui a marqué de nombreux spectateurs. Et aujourd'hui, en 2025, cette série fête ses 40 ans. L'occasion parfaite pour revenir sur ce monument de l'animation japonaise. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble l'histoire de cette œuvre culte, son adaptation en anime, son animation, son impact et bien sûr, voir si ce classique est toujours aussi efficace 40 ans après. Mais avant cela, une petite présentation de son auteur Mitsuru Adachi et quelques-unes de ses œuvres phares. Le mangaka Mitsuru Adachi est un auteur reconnu pour sa recette unique mêlant comédie, sport, adolescence, sentiments et de son style de dessin particulier. Il commence sa carrière en 1978 avec sa première série, le manga Nine. Il enchaîne ensuite avec Iatari Ryoko, publié de 1980 à 1981, dont l'adaptation animée a été diffusée en France sur la 5 en septembre 1990 sous le titre Une vie nouvelle. Pour la première fois en France, le manga sera publié en mai 2025 par l'éditeur Nobinobi. C'est en 1981 qu'il débute le manga Touch, qui durera 5 ans et totalisera 26 tomes, tous édités en France chez Glénat. Ce fut un véritable succès au Japon, devenant le premier manga à dépasser les 100 millions d'exemplaires vendus. Une adaptation animée voit rapidement le jour et c'est le dimanche 24 mars 1985 que le premier épisode est diffusé sur la chaîne Fuji TV. Bienvenue dans cette rétro-view sur les 40 ans de la série animée Touch. Et salut les rétronautes et bienvenue pour cette première rétro-view sur la série animée Touch qui fête ses 40 ans ce 24 mars 2025. Et pour en parler, évidemment, je suis accompagné de la personne que vous avez eue sur une chaîne, ma première chaîne qui s'appelle Mokori Times sur City Inter, mais on parlait plus de Cat's Eye, la série live française. Yota. Eh oui. Bonjour, bonsoir, si vous l'heure où vous regardez cette émission. Et merci de m'accueillir encore. Voilà, oui. Puis surtout, tu vas m'accompagner sur cette chaîne parce que je ne serai pas tout seul, en fait. Ça me fait moins de boulot, surtout. Et enfin, un invité qui s'est incrusté parce qu'il a vu passer une petite publication qui parlait de Touch. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est pas ça? Comme il m'a dit sur Messenger. Il a un truc que je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Et ben, c'est Valentin Paco, qui est un fan absolu de Touch et de Mitsuru Adachi surtout. Bienvenue Valentin sur cette première émission des rétro-viewers, hein, c'est le nom de la chaîne que vous regardez. Salut tous les rétro-nautes, tous les rétro-viewers et rejoignez le gang, la secte des fans de Mitsuru Adachi, vous verrez, on n'est que des gens bien. Voilà, rejoignez la force rétro ou rétro-force, comme vous voulez. Eh bien on va commencer cette première partie de l'émission qui sera consacrée donc à l'histoire et son originalité. Première question déjà, enfin plutôt thème, une petite présentation des jumeaux Tatsuya, Kazuya et Minami Asakura et leur dynamique. Qui veut prendre la parole pour en parler? Honneur à l'invité quand même. Je me lance, on est sur un trio d'amis d'enfance avec une particularité, comme tu as dit, c'est que les deux garçons de ce trio sont des frères jumeaux. Donc tu as Tatsuya qui va être le grand frère, hein, il est né quelques secondes avant, et Kazuya le petit frère. Forcément, il va y avoir une dynamique de triangle amoureux qui va se construire autour de cette amitié d'enfance. Et la particularité incroyable, c'est que ces jumeaux ont été construits aux antipodes en termes de caractère. Ce qu'il y a, c'est qu'on va avoir le plus jeune, Kachan, Kazuya, qui va être celui tout propre sur lui, la coiffure vraiment carrée, l'arrêt au milieu, les vêtements toujours bien tirés, qui va faire ses devoirs, se lever tôt, écouter de la musique classique, être très très bon au sport, c'est le lanceur de l'équipe de baseball. Et l'homme parfait, quoi. Et voilà, le gendre idéal. Et son grand frère qu'on nous présente au début comme l'opposé, cheveux hirsutes, se réveille à la dernière minute, dort en classe. Un glandeur. Échoue et vraiment, ouais voilà, un glandeur. Et qui lui écoute des idoles. Et lui écoute des idoles et se couche un peu à la City Hunter pour regarder. Merci pour la ref.
qui verrait des trucs passer à la télé, quoi. Et en fait, on va voir qu'il y a bien que ça. Et Minami, n'oublions pas, donc Et la Minami, troisième. là, je parlais des frères. Voilà. Minami, qui elle, par contre, il n'y a pas de secret, c'est la femme parfaite. Voilà. Ok. Soyons Ah bah. très clairs. Minami, c'est la femme parfaite. Il y a même eu, suite à Touch, un concours pendant plus d'une décennie pour élire Miss Minami au Japon. Pour vous Ah dire, bon donc la meilleure, la plus belle de toutes les managers de tous les clubs de baseball du Japon. Et il y en a plusieurs milliers, hein, donc je peux vous dire qu'il y avait du monde à ce concours. Elle est incroyable, elle aide son père qui tient un café, qui est attenant à la maison. À la maison. Les deux familles se partagent un jardin en fait en commun. Exactement, oui. Et dans le jardin en commun, ils vont construire petit à petit, remplacer les jeux d'enfants par une petite maisonnette où en fait les gamins vont faire leurs devoirs, etc. au bout du jardin. Et en fait, Minami, elle est championne de gymnastique rythmique, elle est manager du club de baseball. Elle est serveuse et cuisinière au café que tient son père. C'est vraiment la femme parfaite. Et c'est surtout elle a une sagacité parce qu'elle sait voir la vraie valeur de Tachan que nous on va découvrir petit à petit. Et c'est par elle qu'on comprend qu'en fait il n'est pas juste un fainéant. Alors, en même temps, on peut dire que comme ils ont vécu toujours ensemble, groupés, elle les connaît très bien et elle sait ce qu'ils valent tous les deux. Et eux, par contre, ne la voient que comme une jeune fille leur amie d'enfance entre guillemets. Même si les sentiments vont évoluer très vite, hein, au bout de l'adolescence, au moment de l'adolescence. Mais c'est vrai que réunis ensemble, c'est un peu au départ des frères et sœurs qui découvrent l'amour. Entre eux. C'est ça, et Exactement. c'est une vraie camaraderie inséparable, un trio. D'ailleurs, moi, je me suis refait des épisodes clés de la série. J'ai pas fait les 101 en 15 jours, c'était possible. Je travaille à côté quand même. Donc je me suis fait le premier épisode, le moment twist, mais ça on en reparlera plus tard, et les 2 derniers de la série, tout simplement pour me remettre dans le bain. Chacun d'entre vous, même moi, qui va m'inclure, va donner un petit pitch de ce qu'il aime dans cette histoire. Touch. Et on va commencer par Valentin. Ok, alors pour faire très petit, c'est la vraie vie. Non mais c'est juste ça quoi. C'est Mitsuo Adachi, il va pas te mentir, te dire tu vas faire une catapulte infernale, tu vas avoir je sais pas quoi. Oui, non, on est Les sportifs sont très très forts, mais c'est la vraie vie avec des rythmes qui sont les vrais rythmes, c'est-à-dire que tu as des moments lents, tu as des moments intenses, tu as des moments de joie, de tristesse, il te dépeint toute la comédie humaine, c'est vraiment un maître là-dessus, il nous prend par la main, il nous fait tourner sur nous-mêmes parce qu'il nous fait aussi quelques surprises, pas que dans le twist dont on parlera un moment, mais il sait nous surprendre, il sait aller là où on l'attend pas sur des petits mouvements. Par exemple, le trope classique quand tu as le champion, c'est de tout sacrifier pour le sport. Lui, c'est un des premiers à faire un lanceur qui veut lancer pour plaire à une fille, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça où il va aller chercher l'originalité, aller aux antipodes de ce qui se fait, et moi ça me capte, et Tachan, donc Tatsuya, le bon à rien, en fait moi il m'a appris la notion d'altruisme et de sacrifice pour les autres, et ça c'est incroyable. Yota, pour toi, qu'est-ce qui fait la force de cette histoire personnelle? Les personnages. Les personnages. Les personnages, moi je suis un peu plus vieux, donc je l'ai vu, je n'étais pas enfant pour me dire ça va me transformer mentalement en quelqu'un d'extraordinaire dans l'histoire. Non, en tout cas, voilà, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement ce rapport entre eux, ce côté fraternel, cette déchirure entre eux, cette petite rivalité en soi, sachant que Tatsuya, lui, ne pense qu'à son frère au final et veut laisser la place à son frère parce qu'il se sent, pour moi en tout cas, comme je l'ai senti, il se sent pas à sa place auprès de Minami. Et d'ailleurs, on le voit dans une séquence où il abandonne très vite le sport parce qu'il veut que son frère, pour moi, c'est comme je le vois, c'est comme ça que je l'ai ressenti, il puisse prendre la place de l'être fort du groupe, et alors qu'en fait il était potentiellement beaucoup plus fort que lui dans le sport, que son frère au tout départ. Je l'ai pressenti comme ça, où on le sent abandonner en fait le sport pour faire plaisir à son frère, qui s'entraîne pour être au niveau de Tatsuya, donc Théo, et qui d'une certaine manière le dépasse, et du coup son frère va abandonner, donc Théo va abandonner pour laisser Kim, du coup donc Kazuya, la place du meilleur sportif des deux, pour son frère, parce qu'il est l'aîné.
Moi, je l'ai senti un petit peu comme ça. Parce qu'il est l'aîné, il veut que son frère soit content, soit heureux. Il lui laisse la place et il décide de faire tout à fait autre chose. Et moi, c'est ce sentiment autour de ces personnages-là. Puis aussi le sentiment, bien entendu, le sentiment sentimental, enfin le côté amour entre les personnages qu'on a envie de voir évoluer. Et puis bien sûr, le twist qui nous fracasse bien, je dois le dire, moi aussi, la première fois que j'ai vu Touch ou Théo On de en la garde Victoire, pour après, c'est juste voilà. après qu'on Mais en ça parle. m'a un peu chamboulé. Et puis surtout que quand tu regardes ce qui est dans la VO et dans la VF, voilà, c'est encore plus marquant. Eh bien, moi, je vais vous rejoindre tous les deux sur ce que vous avez à dire. Je vais pas en faire une répétition non plus, sinon ça va faire rallonger la vidéo. Donc, mais oui, moi, pour avoir revu donc le premier épisode, comme je l'ai dit tout à l'heure, la force, c'est ces personnages qui... Moi, à l'époque, quand je l'ai vu, c'était en 91, je crois, la 5 qu'il a diffusé. Ouais, c'est ça, je crois que c'est en 91. Donc, j'avais 11 ans. 5, c'était septembre 91, ouais. Ouais, septembre 91. Ah. Non, pas avant. En fait, oui. Il y a Non, mais je me mélange parce que moi, j'ai pas eu la 5 avant, donc... Moi, je l'ai vu donc sur la 5 en 91 et donc j'avais 11 ans, j'étais pile dans la thématique de ces personnages, les premiers amours. Alors, je faisais pas de baseball évidemment parce que j'étais nul en sport. Mais ouais, cette force, franchement, c'est ces personnages, Tatsuya, Kazuya et Minami Asakura. Une petite pensée pour le petit chien Punch. Hein, mais c'est vrai. Personnage récurrent. oui, comme dans Maison et Coucou. Il y a un chien, et là il y a pareil, une petite boule de poil qu'on a envie de croquer, mais je sais pas où je pars dans cette vidéo. On va s'arrêter là. Et surtout, petit crush pour Minami, évidemment, magnifique, surtout sur la fin de la série, et les visuels qu'ils ont eu par la suite pour les différentes éditions vidéo. Donc, bah voilà, voilà, je vous rejoins là-dessus pour les personnages. Et puis surtout, bah, on va arriver à la partie, le twist majeur qui marque la série, mais pas au départ, mais vraiment très loin. Très tardivement. Très 21e tardivement. épisode, non Parce qu'on 21e, 22 entre les épisodes 25 et 27. Ouais, je suis à partir du d'accord. 25, je crois, de mémoire. Parce que je me suis refait ces 3 épisodes. T'es entre le 6e et 7e tome dans le manga. Donc c'est-à-dire que t'as déjà plus de 2 ans de publication de ton manga, quoi. Voilà, c'est Donc, ça, ouais, oui. Parce que moi, dans mon souvenir, j'ai cru que c'était au 5e épisode, tu vois, comme Hideyuki Makimura dans City Hunter. Mais non. Le change tout de suite. Bah, tu vois, comme l'impact est tellement fort, tu penses que c'est un événement qui arrive plus tard. Je sais pas si les spectateurs on veut spoiler ou pas cet événement. Je mettrai une alerte spoiler s'il faut. Je mettrai le timecode. Ouais, si vous voulez c'est pas quand voir, même, voilà, on va faire. Voilà. Pour ceux qui veulent se garder et si on vous a donné envie de regarder cette série Touch, la série animée. Ouais, sauter le chapitre, aller directement dans 10 minutes. Je pourrais. De toute façon, elle sera comment dire, chapitrée sur YouTube. Comme ça, c'est plus facile pour ceux qui veulent regarder. Donc à partir de là, on va dévoiler ce twist majeur. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Tout simplement, il y a la mort d'un des frères. Mais lequel? Là, en fait, c'est évident. Maintenant que, pour rebondir sur ce que disait Damien, oui, Tan-chan s'efface, son frère, il se sacrifie et il construit de lui-même cette image de bon à rien. Donc, il s'imagine, et ça veut dire qu'il est, et c'est pour ça que je dis qu'il m'a appris l'altruisme, c'est-à-dire qu'il se sacrifie au service des autres parce qu'il accepte de passer pour un médiocre pour laisser la lumière sur son frère à qui ça avait l'air d'être. Ça avait l'air d'être important. Le seul moment où je suis pas d'accord avec toi, c'est par contre à partir du moment où Tachan comprend qu'il a des sentiments pour Minami. Oui, j'allais dire. C'est le moment où il va se remettre à dire non, finalement, je vais peut-être reprendre ma place de numéro 1 ou plus être un bon à rien. Et là, c'est là qu'il y a cette petite confrontation entre tous les deux dans le bureau. Il va y avoir combat, tu vois. Ils vont pas se foutre sur la gueule, mais qu'il va pu avoir défi et que les deux frères allaient enfin pouvoir vraiment s'affronter et courir l'un contre l'autre. On le voit sur la course de relais, par exemple, un moment aussi très très clé avant. Et on devine en fait qu'effectivement, Tachan, de toute façon, ils sont jumeaux, hein, donc si on part sur l'atavisme et tout ça, il a le même patrimoine génétique pour aller loin. Et donc au moment où le duel entre les deux frères va arriver, Adachi, comme je disais tout à l'heure, il aime nous surprendre, il nous cueille et il nous enlève en fait un de ses deux frères. En plus, ce frère qui va être, lui, au summum de sa gloire, c'est-à-dire qu'il va affronter, se qualifier pour la finale pour le Koshien, donc tous les blocs de qualification lycéens, enfin collégiens, il va affronter Nita, qui est le meilleur batteur de l'équipe d'en face, qui se qualifie tout le temps depuis 20 ans, quoi. Et là, il est favori pour l'éliminer, parce qu'il a déjà éliminé l'année d'avant, et juste avant ce match, il y a un accident, et malheureusement... Ça prend.
Ça prend terriblement ce moment-là, c'est super poignant parce qu'on voit, on comprend nous on comprend ce qui se passe directement parce qu'on a peut-être choix, parce qu'on a l'habitude un petit peu de l'animation, mais on comprend qu'il s'est passé quelque chose et on l'accompagne en fait jusqu'à épisode. Ah ouais. Tu sais, au début, tu te dis, Oui. Waouh, il s'est cassé le bras. Tu vois, Ouais. il aurait Oui. pas pouvoir participer au match. Il s'est passé un truc, mais Il s'est cassé le bras. non, mais tu sais, quand on le voit prendre la porte avec le soleil, enfin, qui est devant, Ah oui. moi, j'ai compris tout de suite qu'il y a un truc qui va se passer. Tu vois, parce qu'on a un peu l'habitude de l'animation, même à l'époque. Voilà, et je pense que les autres Japonais aussi, j'imagine, qui ont peut-être pas lu le manga, qui disent, il se passe un truc parce que c'est une scène comme ça, c'est pas anodin. Et l'horreur de la responsabilité, tu vois, parce que finalement, s'il y a eu cet accident, c'est aussi parce que Kachan est revenu chercher le gant que son frère lui avait offert et qu'il Ouais. avait mis à vieillir. Parce que quand tu as un gant neuf, il faut l'attacher autour d'une balle pour qu'il soit un peu plus souple et pour pas qu'il soit trop neuf, quoi. C'est un peu, faut faire tes chevilles, il faut faire tes chaussures. Bah là, c'est pareil, il faut faire ton gant de baseball. Et Tachan lui avait acheté avec sa première paye. Enfin, tu vois, c'est le symbole de l'amour fraternel qui va être peut-être un moment. Heureusement, Tachan le voit pas passer et du coup, sinon, ça l'aurait détruit. Mais cette responsabilité, nous, on la voit en tant que spectateur. On est obligé de se poser cette question, de vivre avec le deuil. Et c'est là la deuxième gloire de Tachan, gloire dans mon sens à moi, qui en fait mon personnage préféré, c'est comment il va endosser la responsabilité de la poursuite des rêves de son frère. Mais à un moment se dire, c'est pas que les rêves de mon frère, faut que je vive ma vie. Est-ce que je peux partager ses rêves? Et notamment le rêve principal qui est Minami. Et c'est là où il va se poser le plus de questions, parce qu'avant ça, il se sentait digne et il était prêt à combattre pour avoir Minami. Et après, il se dit, mais maintenant que mon frère est plus là, je ne saurais jamais si c'est moi qu'elle aime ou si c'est l'image de mon frère qu'elle aime à travers moi. Et ça, c'est un truc de dingue. Mais surtout, ce qui m'a surpris pour avoir revu l'épisode, c'est que j'ai des frissons. il le prend, il éclate pas en sanglots en fait, il le prend vraiment robot. Un robot. Il fait son job. En fait, voilà. À partir de là, il fait le job qui est sa responsabilité de fils aîné dans la famille. En plus, les parents, eux par contre, vont réagir tout de suite. Tachan, lui, tout de suite, prend la place de comment Kazuya aurait réagi. Il va gérer, mais c'est aussi parce qu'il est vraiment dans un déni. Il est dans un déni. C'est ça, un déni incroyable. Il refuse cette réalité. C'est pas possible. C'est même pas une blague. Tu vois, c'est pas possible. Donc il va être en automate. Il va faire ce qu'on lui dit de faire, signer les papiers, faire l'authentification, ce qui est aussi incroyable. C'est un tournant pour lui, pour nous tous, parce que nous, waouh, on chiale. Hein. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur une scène parallèle où quand tu vois Tachan qui pleure et Minami qui elle pleure et tous les deux s'isolent parce qu'ils doivent être forts pour leurs parents, pour pas montrer à leurs parents qu'ils sont détruits, qu'ils sont limite au bord de leur vie du suicide. Hein. Et Tachan qui va pleurer en écoutant la musique, écouter son frère, qui met à fond super fort pour masquer le bruit, et Minami qui est sous le pont, le train et qui attend le train pour crier, pour limite s'étouffer, et au rythme des passages des trains. Wow, ça me donne des frissons. Et même la scène, justement, où il écoute de la musique, tu sais, où il est sur différents plans différents, c'est comme s'il se contraignait d'une manière ou d'une autre. Et ça prend Minami sous le pont en train de chialer. Enfin, c'est marquant. C'est marquant parce que, encore une fois, tu l'as dit, c'est la vie réelle qui est mise en animation ou en manga, effectivement. Encore plus en animation, parce qu'il y a la musique, le bruitage, tout ce qui. Même pas, il n'y a même pas de musique d'ailleurs sur ces moments-là, par la musique classique. Non, il n'y a pas de musique. Mais oui, sur le moment, en tout cas, où il va chercher sa sœur. Même quasiment tout l'épisode d'ailleurs. Hein. Quasiment tout l'épisode, il y a pas de son, il y a pas de partie musicale. Il y a très. Je crois que c'est que vers la fin, peut-être toute fin. Ouais, mais t'en as pas besoin. Non. Ça serait too much en fait. Ça sonnerait faux. La force de la narration fait que. Tu vois, t'accompagnes Tachan dans son déni. Il entend plus rien. Il y a plus de bruit parasite. Tu sais, il est tellement sonné qu'il n'entend plus rien, et nous aussi. Là, on va passer à la partie où on va parler de l'animation et réalisation. Touch, c'est aussi un moment, techniquement, vont se poser des questions. On a le tout début de ce qu'on appelle les pan animation. Donc, vous savez, quand on fait un grand celluloïd et qu'on fait bouger la caméra en travelling dessus. Et Touch, comme il n'y a pas que ce rythme lent, ils inventent une nouvelle méthode qui a bénéficié à tous les animés après, sur des pan-cells avec rythme variable et surtout
des transitions d'un cell à un autre. Et ça c'est incroyable. Touch, c'est la première fois qu'ils introduisent le prix du meilleur décor dans les prix pour donner pour les animés. Ah oui. C'est que des trucs comme ça à la chaîne. Touch, c'est le co-réalisateur, qui est le coproducteur, qui dit j'étais à la retraite, j'ai lu Touch, je suis sorti de ma retraite parce que je voulais bosser sur ce projet. Ah ouais. Voilà, j'essaye vraiment pour donner des exemples pour dire c'est pas juste moi qui dis que c'est un phénomène parce que c'est mon sang et mon cœur, mais Touch, c'est un truc qui a marqué l'histoire comme jamais, quoi. Et en plus, tous les grands qu'on retrouve à côté ou ailleurs après sont passés sur Touch. Vous aimez Dragon Ball? Ouais, surprise, Minoru Maeda, Oui. le réal d'une partie des épisodes, c'est l'animateur-chef de Dragon Ball d'une grosse partie des épisodes aussi. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. La W de Minami se retrouve dans Ranma 1/2. Enfin, voilà, ça a lancé des carrières, ça a construit des trucs, c'est juste incroyable, Touch. Surtout, c'est que derrière, c'est le studio Group TAC, et derrière l'adaptation du manga de Mitsuru Adachi. Donc, qualité d'animation, on parle de... Alors, on est en 85, en 1985, pour situer. Fidélité au manga, une direction artistique, art design et évolution à travers les épisodes. C'est vrai que là, pour avoir vu... en fait, le 101e épisode, je l'ai regardé juste avant qu'on démarre l'enregistrement, en fait. Ça, c'est tout prêt. Magnifique, ce dernier épisode. C'est les tableaux. Hein. Oui, il nous filme surtout des le dernier plan, juste avant. Oui. C'est incroyable. Magnifique. Est-ce que tu as des exemples de ce qu'a fait ce studio d'animation avant Touch et après Touch? Par exemple, qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Donc avant, on a eu Tom Sawyer et Huckleberry Finn chez nous. Ok. Ça venait d'eux. Ils avaient fait aussi des petites animations tirées des œuvres qu'on voyait chez Shogakukan, donc notamment Nine, aussi de Mitsuru Adachi, et un petit truc qui a marché un petit peu qui s'appelle Nadia ou le secret de l'eau bleue. Ah oui, c'est vrai. Truc, tu vois, donc moi je pense que ça suffit peut-être à passer le truc. Après, c'est pour montrer qu'ils sont capables de faire des trucs dans tous les sens. Les chasseurs d'elfes là, c'était eux aussi. Ah oui, ceux qui chassent les elfes, non, c'est pas ça? Les elfes, tous vous êtes elfes. C'était eux. Alors, juste pour dire, parce que ça me fait plaisir de le dire, parce que j'aimais beaucoup cette série qui était complètement loufoque et totalement dérangée. Je vois que c'est eux qui ont fait Ipatsu Kikimusume. Voilà, pour ceux qui se rappellent début des années 2000, voilà. Je peux revenir sur l'heure de diffusion. Ils ont pris le créneau qui était occupé par Sasuga no Saotobi, donc l'école des ninjas. C'était un bon créneau le dimanche soir à 19h. Donc on peut dire c'était Fuji TV qui le passait. Enfin, c'était sur Fuji TV, ouais, tout à fait, ouais. Ok. Et c'était du très très bon. Voilà, alors pour l'animation, c'est assez incroyable. Il y a de beaux noms. Il y a que des grands noms, en fait. Comme je le disais tout à l'heure, tous les gens qui ont bossé dessus, soit étaient déjà des cadors, soit sont devenus des gens à qui on a tellement fait confiance, comme ça a été un carton absolu. Que ça a ouvert des portes et lancé des carrières. Est-ce que vous avez des épisodes, une scène hors twist, évidemment? J'adore la fin, la manière dont ils ont géré. Mais c'est un tout petit peu avant la fin, le dernier lancer de Tachan. Sur cette scène, il y a une animation qui est à la fois 85, très fine, 85 avec plus d'images par seconde ce qu'on avait. Parce que le grand reproche qu'on faisait aux animés japonais de l'époque, c'est que ils travaillent en trichant avec seulement 11 images par seconde sur la majorité des plans. Et là, sur cet épisode, on est sur une générosité avec du 24 images par seconde sur quasiment tous les plans d'action. Et après, on a effectivement des petits travelling avec des celluloïdes. C'est des tableaux, comme je disais tout à l'heure, quoi. C'est des œuvres d'art. Si je peux me permettre, mon côté, moi, le plan qui m'a le plus marqué, je ne parle pas ce qu'il y a dedans, donc t'inquiète pas. C'est dans ces fameux épisodes dont on a parlé, mais je ne parle pas ce qu'il y a dedans. C'est juste la mise en scène qui est extraordinaire. La narration. Et l'animation. Mais l'animation aussi, puisqu'en fait, ça se joue sur plein de tableaux, c'est-à-dire sur les sens interdits, les feux rouges, tout ça, c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup marqué. Le noir et blanc, la couleur, tout ça. Voilà. On est d'accord. Et les matchs, parce que l'animation sur les matchs aussi sont incroyables. Et on se retrouve donc pour la partie bande-son et le doublage. On va commencer par les openings et endings iconiques. Touch de Yoshimi Iwasaki. Je sais pas si je le prononce bien, et je salue Yvan West-Laurence parce qu'il aime bien me tacler sur les prononciations, que ce soit à l'anglaise ou à la japonaise, si jamais tu regardes cette vidéo. Salut Yvan. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur déjà ce premier générique
japonais. Le premier truc à dire, c'est que en fait, c'est Mitsuyo Adachi qui a choisi cette chanteuse. Wow. Il était fan d'elle, donc il a dit. Oui, parce qu'elle a chanté avant. C'est une idole. Elle chantait avant. Et vous savez, quand on choisit qui, il faut choisir quel va être le studio. Donc là, c'était chez Canyon Records. Mais très souvent, quand il y a des intérêts croisés avec, genre, si Sony est à la coproduction, il faudra prendre un de leurs poulains, etc. Et donc là, il y avait un deal avec Canyon Records, et donc ils proposent d'embaucher quelqu'un, ou n'importe qui, tu vois. Et Mitsuyo Adachi dit non, mais je veux que ça soit Iwasaki, quoi. Et là où c'est assez intéressant, c'est que cet opening a mis du temps à devenir le succès que c'est aujourd'hui. Alors que Touch a été un carton incroyable, cette musique, elle est sur sa première année, elle fait que 250 000 ventes. Alors 250 000 aujourd'hui, c'est des chiffres que tout le monde rêverait de faire. Hein. Mais à l'époque, pour un animé qui fait 33% de part de marché, c'était pas. Elle finit son meilleur mois, c'était 12e. C'est étonnant. À l'Oricon. Donc elle tape jamais le top 5 ou le top 1. Mais par contre, quelques années après, elle cartonne et depuis, elle est tout le temps dans les meilleurs sans vente, hein, parce que maintenant c'est un truc de vieux, et dans toutes les émissions nostalgiques, top 100 des meilleurs génériques de dessins animés, elle est tout le temps citée. Et c'est la chanson phare, maintenant c'est devenu la chanson référence pour Iwasaki. Et ça c'est incroyable, donc on disait encore Touch, faiseur de carré. Alors, mon cher Yota, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette bande-son? Combien il y a de CD? Il y a 5, il se nomme d'ailleurs Music Flower d'ailleurs, au niveau des albums. Alors déjà, je vais te parler quand même plutôt du compositeur, donc Hiroaki Serizawa. C'est donc un compositeur qui a pas mal travaillé dans l'animation japonaise. Il est né le 3 janvier 1948 à Yokohama. Il a débuté tout jeune comme chanteur, mais aussi comme guitariste avant de se tourner vers la composition. Il a notamment été membre du groupe Young 101. Alors, je sais pas si je prononce bien le nom du groupe. T'inquiète, ils vont dire rien. Young 101 à la française, voilà, sous le nom de Hiroaki Kawashi. Mais c'est vraiment dans l'animation japonaise qu'il a laissé une empreinte notable en composant des chansons et des musiques qui ont accompagné du coup la jeunesse japonaise avec des œuvres en particulier de celle de Mitsuru Adachi, on l'a dit depuis tout à l'heure. Donc parmi ses contributions les plus marquantes, il y a bien sûr donc Touch, connu en France sous le nom de Théo la batte de la victoire. Ça a été diffusé, comme on l'a dit, entre 85 et 87 au Japon. Il a composé plusieurs chansons, donc du coup Kaze no Mesaji, qui est peut-être une des chansons les plus connues de la bande son de Touch, puisque c'est là où on entend faire My Girl. Alors, je vais pas faire le japonais. Les scènes de café, elles sont tellement incroyables. Les quoi? Les scènes de café, justement, tous ces moments de vie. Et pour la petite blague, et après promis, je fais plus de trucs. Donc dans Touch, ils ont inventé un plat qui n'existe pas, hein, les spaghettis napolitaines. Spaghetti bolognaise. Ça n'existe pas les spaghettis napolitaines, quoi. Ah, napolitaine, c'est vrai. Et voilà, donc c'est pour la blague. Est-ce que maintenant est-ce que c'est un vrai plat maintenant? Est-ce qu'il y a un Japon, hein. Oui. Mais je pense que les Italiens sont pas très contents, quoi. Donc on revient sur les CD autour de la série animée. Donc je disais qu'il y avait donc plusieurs chansons. Il y a Kaze no Message, donc le message du vent. Je sais pas si je le traduis bien. Un titre qu'il interprète donc du coup lui-même et qui symbolise à merveille pour moi donc l'émotion de la jeunesse japonaise. Et Oshi no Silhouette. Alors attention, la traduction que je vais faire, c'est la silhouette d'une étoile. Je sais pas si ça veut exactement dire ça. Je pense que silhouette c'est un autre mot qui doit se rapprocher. T'as un jeu de mots sur Oshi, parce que Oshi c'est l'étoile, mais c'est aussi la star. Et tu sais, maintenant tu le vois dans plein de trucs, sur les trucs avec justement les fans des idoles. Et c'est aussi donc le jeu de mots sur la silhouette de ma star, la silhouette de ce à quoi j'aspire, de ce à qui j'aspire. Ah, bah ouais, merci là, à toi. Là, tu vois le double sens. Et forcément, le lanceur, c'est aussi la star de l'équipe. Exactement. Donc là, ça parle aux deux, quoi. C'est à la fois ce que Tachan qui voit Minami et Minami qui voit Tachan, et ça, c'est puissant. Tout est en subtilité. Donc il a aussi composé d'autres chansons qu'il n'a pas chanté lui-même pour la série, et on le retrouve aussi avec des nouvelles chansons insérées cette fois-ci dans les 3 films qui vont résumer la série télé qui sont sortis au cinéma au Japon. Mais Touch n'est pas sa seule contribution à l'animation. En 83, il va signer aussi les musiques de Nine, donc une autre adaptation de Mitsuru Adachi, cette fois-ci en téléfilm. Donc il a composé le thème du début et le thème de fin. Le thème du début c'est chanté par Mariko Tsubota, et en 1987 il travaille sur Iatari Ryoko, donc Une vie nouvelle en France, toujours une œuvre de Mitsuru Adachi. Donc ces séries mêlent sport, amitié et romance, et elles ont toutes donc bénéficié de sa touche musicale vraiment unique, à la fois mélodieuse
et aussi rempli d'émotions. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la partie musicale, mais on peut aussi aborder la partie musicale, enfin, le côté France, avec le Oui. générique de Claude Lombard. Claude Lombard. La plus grande des plus grandes, Claude, à qui j'avais demandé quel était son générique préféré, et donc pour elle c'était Une vie nouvelle, donc on reste pas loin de Oui, Mickey. elle m'avait C'est vrai. répondu la même chose. Oui, c'est vrai. Et voilà, et Touch, enfin, je me suis saigné les oreilles à force de l'écouter, j'ai fait chier toute ma famille, enfin, je l'écoutais en boucle, je démagnétisais mes cassettes audio tellement je l'écoutais, quoi. Donc, c'est à la fois un chef-d'œuvre et à la fois un truc pas bon parce que les paroles veulent rien dire. Ah bon? Ouais, tu frappes, va chercher la victoire et frappe la balle. Parce que, ouais, ils ont jamais joué au baseball. Donc ça, c'est pas. Mais ça marche. Mais ça marche, parce que, ça marche. Ça Ça, marche. ça sort des 5 ingrédients que fait AB, ça sort. Ils Autant- ont capté. De toute façon, c'était normal parce que c'était à la 5, c'était pas AB. Oui, Et Berlusconi. ils ont capté l'essence de ce que c'est parce que c'est, tu vois, tu trouveras ta place auprès des autres. Il faut apprendre à te défendre, donc ça veut dire arrête de t'effacer. Tu vois, mine de rien, sur un générique écrit sur un coin de table sans toutes les références, je trouve qu'ils ont fait un boulot qui matche bien l'œuvre, quoi. Est-ce que tu as un truc à dire, Yota, à propos de ce générique de Claude Lombard, Théo ou la Non, Bête et non, la c'est un générique. Enfin, moi, la Est-ce que série, je tu l'ai l'aimes- connue tu comme toi en l'aimes- 91. Hein. Oui, tu l'aimes bien ce générique ou pas? Si, moi, je chante plus facilement qu'Une vie nouvelle. Comme quoi, tu vois. Mhm. Il y a moins de taciturne. Hein, parce Oui. que Ouais, c'est une elle est plus nouvelle, calme, la chanson, elle est plus pas triste, mais c'est pas le mot, mais elle est, oui, tandis que la chanson de Théo, elle est enjouée en fait, donc forcément on peut la chanter beaucoup plus facilement qu'Une vie nouvelle. Et ben moi pareil, hein, moi j'avais pu y rencontrer Claude Lombard à l'époque avant de faire ses, je sais plus quel concert, je crois que ça devait être, Avant Sailor Moon. oui c'est ça avant. Mhm. J'ai interviewé, qu'elle m'avait reçu chez elle. Et que je suis resté parler avec elle, mais enfin bref, c'était un grand moment, moi déjà qui était fan de Claude Lombard, donc franchement très très belle, très beau générique que j'aime bien réécouter de temps en temps. Et là on va passer à la partie doublage. Donc je disais juste avant que une certaine personne qui a participé, ou qui prête sa voix surtout à un personnage culte pour beaucoup de personnes de notre génération ou encore actuelle, Brigitte Lecordier a dirigé normalement la série animée Touch. Qu'est-ce qu'on peut Alors, dire tu sur as le pas- doublage? Qu'est-ce qu'on peut déjà pourquoi le choix du titre Théo ou la Batte de la Victoire? Parce que alors de mémoire si je me trompe pas, ça vient de l'Italie. La série. Tout à fait, c'est traduit Voilà. d'italien comme tous les Voilà. trucs qui viennent de Et en Italie, je sais sais plus le titre qu'ils ont Et, utilisé. et en fait, ils ont pris, ils sont partis du nom des jumeaux, et comme c'était des jumeaux, les parents leur mettaient des t-shirts avec la première lettre de leur prénom. Donc, D'accord. Tatsuya et Katsuya. Donc il y avait le T et le K. Ils ne pouvaient pas tricher, il leur fallait des prénoms où il y a le T et le K. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait Théo et Kim. D'accord, Donc, ouais, ok. Théo, c'est Tatsuya, et donc ils ont dit ok, ça sera Théo. Et le reste, je pense que c'est juste le fait qu'ils connaissent pas trop le baseball et ils n'ont même pas dit tiens c'est un lanceur donc on va appeler ça la batte de la victoire. Alors que finalement c'est absolument pas la batte quoi. Mais bon, c'est pas grave. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur l'ensemble du doublage? Sur les 100 Il est alors il y a 100 hyper épisodes, hein, qualitatif. normalement, il n'y a que 100 épisodes pour la France. Et pas Ouais, parce 100, qu'il y a hein, l'épisode 9 qui avait sauté. qui a sauté, évidemment. Ouais, Ah, on peut en parler. Pourquoi ils ont sauté cet épisode? C'est pour il y a une histoire de bagarre dedans, je crois, de mémoire. Mais je sais même Dans pas lequel si c'est pour ça. Le 9e qu'il, épisode, qu'il il n'a pas faudrait, été programmé, il a pas été, il était censuré en fait. Ouais, Le 9e. le 9e, ouais, l'épisode D'accord. numéro 9. Mais puis, ouais, il y a une, je sais même pas si on dirait du racket. Dans l'ensemble, le doublage français, il est correct. Mais il est même excellent. Les voix sont bien Moi, choisies. moi, je le mets au niveau à l'époque de ce qu'on avait sur un animé comme Wingman. Wingman, pour moi, il est quasi nickel. En dehors des passages chantés qu'il a, sont horribles. Mais tout le reste est vraiment génial. Donc on peut citer les comédiens de doublage qui prêtent leur voix. Donc il y a Thierry Bourdon qui fait Théo et Kim, ou Tatsuya et Kazuya. Annabelle Roux qui nous fait Debbie, alias Minami. Frédéric Jeannot qui nous fait deux personnages, Boris, Franck, enfin ouais, je vais pas mettre toute la liste. Mais il y a de beaux noms du doublage d'époque. Et même, je crois qu'il n'y a pas Brigitte Lecordier qui fait... Si, Brigitte, elle fait Stéphane. Voilà. Ah mec Encore. Mais Stéphane, c'est le plus jeune, non? C'est le petit baseballeur qui veut en découdre, non? non, C'est le gamin, non? C'est pas celui-là? non. Le plus Non, jeune non. qui est de tout petite taille, là, à un moment donné, qui arrive dans l'équipe. Non, le traître, là. C'est
pas lui. D'accord. Mais il y a effectivement un mec qu'on aime bien au début pourtant, parce qu'en plus il a des taches de rousseur, j'ai tendance à faire confiance aux gens qui ont des taches de rousseur. Et en japonais. Donc je te laisse dire les noms parce que j'ai complètement oublié de les noter. Pour Théo, c'est Yuji Mitsuya. Et qu'est-ce qu'il a fait comme personnage avant Yuji Mitsuya, qu'on connaît, qu'on a vu en série animée chez nous. Est-ce que tu as un nom de personnage ou pas? Oui, il joue beaucoup de rôles. Shaka dans Saint Seiya. Ah bah voilà, quand même. Voilà, oui. Là, un personnage qui va parler à beaucoup de monde. Là, vous le mettez, la femme. Saint Seiya. Pour le reste des Seiyu. Keiichi Namba, donc pour l'autre frère, parce qu'au Japon, ils ont pris 2 voix. Ouais. Et pas le même doubleur. Mais est-ce qu'ils sont collés sur les deux acteurs de doublage, les deux Seiyu, est-ce qu'ils ont eu un peu les mêmes intonations pour que on sente qu'il y a c'est des frangins, des jumeaux quoi? Non, on sent qu'il y a une. Tu sens que c'est pas la même voix. D'accord, ok. On l'a eu parce que c'est lui qui joue Bat dans Hokuto no Ken. Ok. Et qui joue aussi Rao enfant. Est-ce qu'il a fait du Dragon Ball, du Saint Seiya Il fait Aphrodite et Poséidon. Et ben voilà. Bah voilà, c'est bon, on vive. Ça y est, on l'a. Là, tu les as quoi. Et après, donc, on a Noriko Hidaka pour Minami. Et là, elle. Minami qui va lancer quasiment sa carrière parce qu'elle a fait 2 trucs avant. Mais après, elle joue Constance dans Anime Sanchushi, donc les premiers critères. Elle joue Akane Tendo dans Ranma Family. Donc de grands noms de l'animation, du doublage japonais qui ont prêté leur voix, qui commençaient dans leur carrière ou qui étaient confirmés, on peut dire. Installé. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la bande son et le doublage sur la série animée Touch. Et là on va arriver, et cette fois avec l'impact de la série, que ça soit en France, au Japon, en Italie, bref, tous les pays qui l'ont diffusé. Et surtout on va commencer avec ce premier sujet, l'influence sur les animes de sport romance ultérieurs, voire même les séries live, alias les dramas. Qu'est-ce qu'on peut dire, Valentin, déjà sur l'influence des animés en fait, sport? C'est au-delà sur les séries ultérieures, c'est-à-dire que sans le succès qu'a connu Touch, et donc probablement sans Touch, on n'aurait pas eu droit à de la romance dans des mangas pour garçons. Ça serait resté non, les garçons ils veulent que la bagarre, ils veulent pas de sentiments. Donc intrinsèquement, est-ce qu'on aurait eu Video Girl? Est-ce qu'on aurait eu Orange Road? Je pense pas. Tout sincèrement, vraiment, où ils auraient. C'est ce que disait le rédacteur du l'ancien rédacteur en chef, ouais. Hiroki Goto, de l'époque, du Weekly Shonen Jump, dans ses mémoires publiés chez Okawa, lisez, c'est un super bouquin. Explique la révolution et la surprise de Mitsuyo Adachi. Toute personne n'aurait misé là-dessus chez eux, quoi. Et ça a été un carton. Et oui, comme Damien le disait, ça a aussi lancé des adaptations en drama de partout et ouvert la voie à dire ok, on peut faire de l'animation sur des trucs un peu plus lents avec des tempos qui ne sont pas juste ça saute de partout, flashy ou des excuses pour placer des chansons et ça permet d'adapter d'autres séries, quoi. Quelque chose à rajouter Yota? Oui, alors, en fait, je fais moi le parallèle du coup avec aussi Mizo Ikoku, qui est aussi une œuvre dans le même esprit, un peu plus loufoque, mais aussi vers son milieu et toute sa fin, quelque chose de beaucoup plus romantique, avec une belle réalisation, et on est un peu dans le même esprit, sans le sport du coup, d'une réalisation un peu à la drama, voilà, comme un drama, un téléfilm, une série, comédie romantique, comme on peut en faire encore aujourd'hui, comme on en a fait aussi avant, et c'est arrivé à peu près au même moment, peu de temps après, ou après en tous les cas Touch, en diffusion, et je me demande si ça n'a pas ouvert la voie à la création de Maison Coucou en animé, même s'il existait déjà en manga, que Rumiko Takahashi était déjà très célèbre, qui aurait pu donner une adaptation. Je me pose la question, sachant qu'en plus Maison Coucou c'est arrivé juste derrière Ozayatsura quand ça s'est terminé en diffusion. Si ça, malgré tout, cette adaptation ne vient pas de là, en fait, de pouvoir l'adapter et la diffuser dans ce rythme-là, et aussi pareil avec 96 épisodes, donc une série longue en soi, qui prend le temps aussi. 7 ans pour... En tout cas, je pense que Touch, pour moi, a peut-être permis cette voie-là de termes de réalisation aussi pour Maison Coucou, d'adapter dans cette manière-là, de prendre le temps de montrer les choses. Et comme on retrouve aussi un petit peu dans Ranma aussi, dans la première saison. Alors on va aborder aussi la popularité au Japon, évidemment, et en France, diffusion sur la 5, succès VHS de DVD, donc on peut aborder les films qu'il y a eu par la suite, les films d'animation autour de Touch, pour même il y a eu des lives aussi, ça on peut aborder. Donc déjà,
la popularité au Japon. Déjà, c'était donc un phénomène, ça on en a parlé au début de cette vidéo. Je te laisse la parole, donc, Valentin. on a déjà dit, hein, les chiffres sont stratosphériques. 34% d'audience pour le meilleur épisode, 25 en moyenne sur les 101. J'avais parlé tout à l'heure de la Miss Minami pour la belle gosse. Quand ils ont fait un live, ils ont choisi la gagnante de ce prix Miss Nami, qui a été donc l'actrice pour jouer Minami. Donc oui, il y a eu un drama live. Il y a eu l'explosion des prénoms. Minami, Kazuya et Tatsuya ont percé dans les rankings suite à ces années-là. McDonald's célèbre depuis les 30 ans de Touch, depuis maintenant 15 ans, un peu moins, 13 ans. Ils font le Touch Burger, le Tachan, Chicken Tachan. Il y a quoi dans ce burger? Tu l'as goûté? Des spaghettis napolitaines interrogés burger. En fait, vous savez, là, ils ont un chicken que tu trempes dans une espèce de sauce tartare, là. Oui, ok, oui. Le chicken namban, et donc c'est un truc qui ressemble à ça. D'accord. Après, ça reste un McDo, hein, donc c'est le pain. Et tu l'as goûté ou pas? Bah oui, bien sûr, parce que je voulais avoir la petite carte que t'as quand tu l'achètes. Ah, d'accord. Tout ça pour les cartes. Ils savent le faire, le marketing là-bas. Et ça veut dire que tu peux y être que pendant une semaine au Japon. Donc et voilà. Toujours au Japon pour être sûr de pouvoir le prendre, tu vois. Et pour la pub de ça, ils ont demandé à Yoshimi de réinterpréter un remake de la chanson. Ah. Donc, McDonald's. Voilà, c'est que des trucs de fou. Et ouais, non, enfin pour moi, Touch, c'est un truc qui a marqué le Japon, qui a lancé des générations de joueurs de baseball. Hein. Pour plein de raisons, Touch, c'est indétrônable. Alors tu demandes à des jeunes aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a des sondages qui sont faits, tous les Japonais adorent les sondages. Quel est l'animé, qu'est-ce qui vous a fait aimer le baseball si tu demandes aux jeunes, les jeunes, ils vont te répondre Diamond No Ace ou Major. Major, sinon. Ouais. Mais plutôt Diamond No Ace, qui est plus de leur âge. Mais par contre, si tu demandes aux coachs, eux, ils vont tous te répondre. Et là, c'est encore plus unanime, Touch. Ouais, Touch. C'est assez incroyable. Donc en fait, si t'es des années 80, 90, allez, on va dire jusqu'à 2000, et que t'es au Japon, tu connais Touch et t'apprécies Touch. Et le plus fou, c'est qu'en fait, quand on regarde un petit peu la série Meisei, du coup, oui, c'est Meisei la série. Mix. Le live action. Non, la série. Ouais. C'est Mix, hein. Ouais. Oui, Mix, je suis qui se passe maintenant. Oui, voilà, excuse-moi, j'ai eu un truc. C'est qu'en fait, quand ils en parlent, c'est un truc du passé. Les personnages, le gagnant de l'époque, machin. Oups. C'est vraiment 20 ans après. Ils ont fait littéralement dans la vraie vie. Quand Touch a eu 20 ans, ils se sont dit, tiens, on va faire pour la blague, on va faire un truc qui se passe 20 ans après, quoi. Et ça perdure. Mais en fait, pour vous dire à quel point ça perdure, donc ça c'était pré-publié dans le Gekan Sunday, donc le mensuel de Shogakukan. Quand Mix, le premier chapitre, a été publié, ils avaient teasé une nouvelle série de Mitsuru Adachi et qui se passera dans l'univers de Touch. Et c'était la première fois depuis 5 ans que le magazine a été sold out. Ils ont dû le réimprimer 2 fois. Voilà. J'aurais été en attente. À tel point les attentes étaient là. Et d'ailleurs, Mix, qui est un mensuel, se place encore dans les top 6 ventes de l'Oricon à chaque fois qu'il y a une nouvelle sortie. C'est-à-dire, le mec vient titiller des My Hero Academia Jujutsu Kaisen. Titiller parce qu'il est un peu après quand même, mais il claque sur ses premières semaines du 80 000, tu vois. Enfin, ça reste alors que Mitsuru Adachi a plus de 70 ans, tu vois. Enfin, oui. Donc, grosse popularité évidemment au Japon. En France, la série, on peut dire qu'elle a bien marché. La série, elle a plu, les gens aimaient, les gens regardaient, mais je pense que pour s'inscrire dans le temps, pour marquer plus qu'une époque, il aurait fallu qu'on puisse jouer au baseball. Et en fait, c'est plutôt Olive et Tom qui a joué au baseball. Tu peux jouer au foot, éventuellement on a joué un peu à la tech, tu vois, mais on n'a pas joué au baseball, du coup on s'est moins inscrit dans le temps. Donc la série a été diffusée sur la 5 de septembre 91. Et pas parce qu'après ça s'est fini en 92 la 5. Ouais, et je peux même te dire c'était diffusé juste après Cynthia au le rythme de la vie. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai découvert parce qu'en fait ma sœur regardait Cynthia. Oui d'ailleurs tiens, question. Comment vous avez découvert Touch? Théo, la base de la victoire. Tiens, très bonne. Alors. Ma sœur, qui était plus grande que moi à l'époque, était maître de la télécommande. Je disais ce qu'on regardait. Et donc, c'était Cynthia au le rythme de la vie. Bon, ça va, on aurait pu me forcer à regarder pire. Hein. Et par hasard, après Cynthia, il y a Touch. Donc, ma sœur s'en va et moi, je reste à regarder. Wow, je suis tombé sous le charme de Et pourtant, tu ne connaissais pas le baseball. Non, pas du tout. Revenons sur justement la question.
Donc pour Valentin, c'est que par chance, sa grande sœur a regardé un épisode de Cynthia ou le rythme de la vie, et tout de suite après c'était Théo, la balle de la victoire. Mais pour Yota, comment as-tu découvert cette série? Le premier épisode, le deuxième, le troisième, quatrième, le 101e? Je sais pas chez nous. Alors, de mémoire, je crois pas que c'était le début de la série que j'ai vu. Parce que tu as des flashbacks de... Quel épisode ça correspond? Non, j'ai du mal, mais en fait, tout ce que je peux te dire, c'est que je sais plus si j'étais en 3e techno ou en BEP action, vente ça, action c'était marchande. avant les jeunes. Donc en gros, je dois avoir 16-17 ans dans ces eaux-là. Il n'y avait pas encore la 5 acheté par Hachette, donc c'était juste avant. Ouais. Qu'on captait enfin la 5. Parce qu'à l'époque, on avait la 5 et la 6, soit on avait Canal+. C'était l'un ou l'autre, c'était les deux. Voilà. Et mes parents, à l'époque, ils avaient le décodeur, donc on était sur Canal. Ça, c'est un pays qui s'appelle l'Ardèche. Et puis un jour, ils ont décidé d'arrêter, et du coup, on a changé l'antenne, et j'ai eu la 5 et la 6. Oh, on a tourné au sud. Oh, tiens. Ça a permis de me donner encore plus de dessins animés à regarder. C'est-à-dire tout ce que je voyais chez mes cousins parfois, Max et compagnie, Théo la batte de la victoire, une vie nouvelle. Je regardais avec ma mère, je me rappelle, elle faisait le repassage dans le salon, et moi j'étais dans la télévision dans la salle à manger, et je regardais avec elle, du coup, Théo la batte de la victoire, et c'est pour ça que je dis que ça a un peu plus marqué. Alors je sais plus, tu vois, les épisodes, quel épisode j'ai commencé, mais voilà, je sais que je regardais cette série-là, je faisais tout à ma mère pour qu'elle regarde avec moi. Et on arrive au bout de cette rétro-view sur les 40 ans de la série animée Touch, et j'espère que ça vous a donné envie de découvrir cette série animée, et même le manga ou l'auteur Mitsuru Adachi. Alors déjà, première question, est-ce que ça fonctionne toujours aussi bien en 2025 si on se met à regarder, pour ceux qui ont l'édition DVD, parce qu'il n'y a pas encore d'édition Blu-ray en France, je parle. Première question, est-ce que ça vaut le coup de le découvrir, Touch, aujourd'hui, pour les jeunes de la génération Ça vaut le coup pour une raison très simple. Alors on l'a dit, pour deux raisons. La première, c'était une animation hyper qualitative. Elle a pas vieilli, l'animation. Elle a pas vieilli. Ouais. Y a pas, on souffre pas. Il y a pas des scènes où on se dit ah. Et ensuite, la deuxième, c'est l'histoire. C'est une histoire de la vie. Et en fait, la vie, c'est la vie, ça change pas. C'est on se lève, on se cogne un doigt de pied, on tombe amoureux, on se mouche. Oui, il n'y a pas de super pouvoir, il n'y a pas de tout ça. C'est la vie. C'est la vie et c'est les vrais sentiments. Et ils sont tellement bien rendus que, en fait, et c'est ça le génie de Mitsuru Adachi, c'est qu'il arrive à nous faire nous sentir nostalgiques d'un pays qui n'est pas le nôtre, d'une période qui n'est pas la nôtre, parce que Touch, une culture aussi. C'est les années 60-70, d'une culture, de plein de trucs qui devraient nous être étrangers. Et ben on est nostalgique, et sur toutes ces œuvres ça marche, c'est un truc incroyable. Et Touch, pour moi c'est son œuvre étendard, donc jetez-vous dessus si vous avez eu la chance de ne pas l'avoir connu, jetez-vous dessus, et si vous avez connu, rejetez-vous dessus, faites-vous du bien. Alors Valentin a donné son argument. Yota, donne ton argument pour donner envie à ceux qui regardent cette vidéo de découvrir Touch en 2025. Alors, comme on tourne beaucoup sur des isekai actuellement en animé, ce qui est un peu compliqué, mais c'est ce qui fonctionne malheureusement. Enfin, il y a des biens et en quantité des moins bien. Mais derrière, si vous voulez découvrir une histoire touchante, marrante aussi, parce qu'on rit bien, et on parle de baseball peut-être, mais aussi un peu de boxe. Aussi, quand même, faut pas oublier aussi qu'il y a eu un petit peu de boxe à l'intérieur. J'allais dire aussi de GRS, effectivement, et surtout une belle histoire en fait d'amitié qui se transforme rapidement en amour, certes, mais qui nous parle en fait, et va vous parler si vous êtes jeune et que vous regardez cette vidéo-là, et qui va vous parler, foncièrement va vous parler, parce qu'elle reste universelle, cette histoire, que ce soit à l'époque, que ce soit au milieu, et que ce soit aujourd'hui. Elle reste totalement universelle et l'histoire vous parlera immédiatement. Surtout que le doublage français est excellent. Il faut quand même le rappeler, majoritairement excellent, et même en japonais, si on voulait découvrir la série en japonais, le doublage aussi est très très bon, et vous aurez en plus des moments non censurés. Quand on dit non censurés, c'est pas des moments un peu chauds, c'est plutôt des choses importantes qui sont coupées parce qu'on pensait que ça allait blesser les enfants, on va dire. Regardez ce type de séquence, voilà, j'imagine en tout cas. Donc oui, c'est une œuvre que faut la regarder parce que c'est une œuvre intemporelle, voilà. Et moi, ma recommandation, ADN, qu'est-ce que vous foutez? Écoute, vous mettez des vieilles séries là, qu'est-ce que vous foutez? Voilà. Mettez Touch, comme ça les gens, les jeunes de actuels pourraient regarder, voilà. En plus vous avez Mix, très logique. Mais oui. Et voilà. Parce que si vous connaissez Mix, pourrez apprécier forcément Touch. Et donc je rejoins mes collègues sur cette vidéo.
évidemment, à redécouvrir en 2025. Et j'espère, je n'y crois même pas, une édition Blu-ray. Mais au moins ADN, voilà, à vous de jouer. C'est une série à découvrir. Voilà, et puis bon, de toute façon, on a plus ou moins répondu à la dernière question qui était à qui recommander la série, aux fans de romans, sport, amateurs de récits bien écrits, bah évidemment. Tout le monde. En fait, Tout le vous monde, avez ça un peut cœur, toucher tout le monde. c'est-à-dire- Et bah voilà ce qu'on pouvait dire sur les 40 ans de la série animée. Et puis surtout, dernière question, le Japon a-t-il prévu quelque chose pour les 40 ans? Parce que j'ai rien vu passer pour l'instant. Pour- Ah bon? J'ai pour cru les comprendre. Pour les 40 ans, j'ai rien vu passer. Je pense que C'est pour ça que t'as été surpris de ma publication, comme je disais au début de la vidéo. Ouais, tout Il a à cru, fait. il a un truc lui. Diebeck, c'est par là. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que ce 40e anniversaire, il est aussi un peu éclipsé parce que c'est le 55e anniversaire Ah, la Shoga. de la carrière de Mitsuo Aji. Ah, ok. Et donc ils ont sorti un livre spécifique pour cet anniversaire. Mais et j'y retourne en mai, donc l'anniversaire sera célébré d'ici là pour les 40 ans. Mais s'il y a quelque chose, je vous promets de faire tout ce que je peux pour aller toquer chez TAC, chez Lato. Et est-ce que t'as une place dans ta valise? Parce que moi je voudrais bien aller du côté de Tsukasa Ojo. On arrive à la fin de cette rétro-view sur les 40 ans de la série animée de Touch. Et c'était donc une première. Alors, un peu balbutiante, mais ça va s'arranger dans les prochaines. On démarre, on s'installe, on s'adapte, on retire ça, on rajoute ça. Enfin bref, voilà. Et en tout cas, merci à Valentin d'avoir participé, Valentin Paco, alias Atanor, c'est ça, sur les réseaux sociaux, qui participe. Alors je sais que tu fais tu écris pour l'internaute, pour Animeland aussi. De temps en temps, je participe au podcast, enfin à l'émission Des podcasts sur oui. Move. Oui. Et je tweete beaucoup. Et c'est la fin de cette première rétro-view sur les 40 ans de la série animée Touch. Dites en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez qu'on parle, ou même deviner. Peut-être que je mettrai une petite image pour deviner quelle autre série animée on parlera dans la prochaine rétro-view. Likez, commentez, partagez comme d'habitude cette vidéo. Et merci à nouveau à Tanor alias Valentin Paco, à retrouver sur ses réseaux sociaux que vous allez retrouver les liens dans la description. Yota pour le podcast Anime no Melody, qui a fait dans les tout premiers Touch, ses tout premiers Anime no Melody, si je me souviens bien. Il y aura peut-être un reboot, une anthologie J'ai dit beaucoup de bêtises. Voilà. Merci les rétronautes, et à la prochaine. Et regardez, Touch, c'est la vie.